Eh bien, bonsoir, bienvenue à Question Conf. Aujourd'hui, on va écouter Demio qui va nous parler des oméga catégories faibles. Merci Cassis. Ouais, alors, c'est purement introductif. Je vais vous parler d'oméga catégorie faible. Donc le but, ça va juste être de vous présenter ce que j'ai commencé à apprendre dans mon stage. Parce que le but de mon stage, en fait, c'est d'étudier les oméga catégories faibles du point de vue de la théorie des types en me basant sur des travaux qui ont été faits au laboratoire LIX par Eric Finster et Samuel Mimram. Puis étendu ensuite et largement étendu même par Thibaut Benjamin, qui est mon encadrant de stage. Et donc, c'est purement informel. Ce sera pas un exposé qui plongera dans la formalité. Je suis pas une grosse tête des catégories ou une grosse tête de la théorie des types, donc ça restera plutôt informel. Et si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais je vais trop vite, ce sera certainement le cas. N'hésitez pas à me dire de ralentir. Si je vais pas assez vite et que je traîne trop, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, on est en tout petit comité, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas non plus. Enfin, c'est chill, quoi. Ok. Alors. Ah oui, ok. Euh, un petit sommaire. Pour commencer, je vous propose de vous donner les motivations pour lesquelles on s'est mis à étudier des oméga catégories faibles, même plus généralement des catégories infinies. Ensuite, je vais vous parler d'une structure qui est un peu moins inflexible, qui sont les infinis groupoïdes de Grothendieck-Maltignotis. Donc pour ça, je vais devoir vous parler d'ensemble globulaire, de contexte contractile, de cohérateur. Donc c'est des notions qui ont été formalisées par Maltignotis dans les années 90, il me semble. C'est un chercheur de l'ENS. Euh, je vais pas plonger dans les détails, mais je vais essayer quand même de vous faire comprendre l'intuition derrière et de vous donner quelques éléments formels. Puis ensuite, je vais généraliser, je vais utiliser cette généralisation des infinis groupoïdes de Grothendieck-Maltignotis pour vous parler d'oméga catégorie faible. Et ça impliquera surtout de parler de pasting schemes et de pas grand-chose d'autre en fait. Quand je vous aurai présenté toutes ces notions de manière catégorique et de manière informelle, bah, je vous propose qu'on regarde, qu'on se demande à quoi ressemble la théorie des types associée aux oméga catégories faibles qui a été conçue par Mimram et Finster en 2016. Euh, bon, pour commencer, motivation. Euh, on parle d'homotopie, donc origine historique de l'homotopie, topologie algébrique. Vous le savez peut-être, ou vous le savez pas, enfin, j'en sais rien, c'est pas grave. L'idée de la topologie algébrique, c'est de parler de manière algébrique d'espaces topologiques, donc via ce qu'on appelle des invariants topologiques. Donc ici, sur mon image, on a un espace topologique de ce côté, et ici on a ce qu'on appelle la séquence des groupes d'homotopie de l'espace X, relativement à des points. Euh, est-ce que vous savez tous quelle est la notion de groupe d'homotopie, ou faut que je traîne un peu dessus? Moi, ça va. Ok. Moi, je veux bien que t'en parles un petit peu vite fait. Ok. Donc, bon, j'ai donné cet exemple-là. C'est un espace, on peut voir ça comme une patate, comme une sphère même. Euh, donc, on prend cet espace X, et on voudrait pouvoir caractériser, je dis caractériser, mais c'est pas le bon terme, mais je vais quand même le dire, tant pis. On veut vouloir caractériser cet espace topologique X en termes de structure algébrique, parce qu'on le sait, les structures algébriques sont moins, sont plus orientées vers un aspect discret plutôt qu'un aspect continu, et sont moins flexibles que les espaces topologiques qui sont des structures assez complexes. Donc le but, c'est de voir cet espace topologique en termes de structure algébrique, et pour ça, on va fixer un point x0, et on va considérer des lacets qui commencent en x0 et qui finissent en x0. Donc ici, j'en ai dessiné deux. Donc les deux font le tour de l'espace topologique X. On peut imaginer que c'est simplement une patate en 3 dimensions. Ce qu'on peut dire à propos de ces deux lacets, c'est qu'on peut les déformer l'un en l'autre sans perdre aucune information. Donc on va intuitivement dire qu'ils sont homotopes. Et en fait, si on considère l'ensemble des lacets qu'on peut dessiner à partir de x0 sur l'espace topologique X, et qu'on quotiente cet ensemble par la relation d'homotopie, de déformation continue, et qu'on munit cet ensemble quotienté par une opération de composition, donc le fait de suivre ce chemin,
puis éventuellement suivre un chemin qui n'a pas la même topologie, on obtient exactement un groupe, on obtient même précisément ce groupe-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe fondamental, ça a été inventé par Poincaré à la fin du 19e. Et en fait, c'est une première façon d'algébriser l'espace topologique X, c'est une première façon d'isoler un invariant topologique de X en une structure algébrique. Donc cette construction du groupe fondamental, on peut la généraliser. Comment est-ce qu'on fait? Plutôt que de regarder des lacets de dimension 1, c'est-à-dire simplement des choses qui sont des images de cercles sur un espace topologique quelconque, on va plutôt regarder des trous de dimension supérieure. Donc le lacet, c'est un trou de dimension 1, et on peut se demander à quoi ressemblent les trous de dimension 2. Là, l'intuition, ce serait de dire que ce serait le gros trou qui serait composé du contour de cet espace topologique X si on considère que X est vide. Enfin bref, on peut généraliser ce groupe fondamental pi1 en étudiant les trous de dimension supérieure. Donc on aurait pi2 pour les trous de dimension 2, pi3 pour les trous de dimension 3, et on peut continuer de manière itérée. Donc cette séquence de groupes, c'est ce qu'on appelle une séquence de groupes d'homotopie, le premier étant le groupe fondamental. Et donc l'intuition qu'aura déjà Poincaré lorsqu'il fondera à sa manière la topologie algébrique, ce sera que cette séquence de groupes d'homotopie permet de manière algébrique de caractériser l'espace topologique X. Et donc son idée, c'est ça en fait, son idée c'est de partir d'un espace topologique qui est une structure complexe, qui est une structure basée sur de la topologie générale, donc on sait tous que la topologie générale c'est compliqué, et plutôt que d'étudier ce truc dans un setting compliqué, l'envoyer dans une catégorie différente qui est plus simple à étudier, qui est une catégorie algébrique, et dire en fait finalement étudier cet espace topologique X qui est complexe, ça revient simplement à étudier des structures algébriques qu'on sait très bien étudier, des groupes en l'occurrence. Donc ça, c'est l'idée de Poincaré, et en particulier, elle ne plaira pas à Grothendieck. Grothendieck, c'est un mathématicien qui a été surtout actif, il me semble, dans les années 60-70, et qui a plutôt arrêté d'être actif dans les années 70. Mais dans les années 70, Grothendieck fait part de ses frustrations concernant la séquence de groupes d'homotopie d'un espace topologique à Daniel Quillen, et lui dit, écoute, moi ça me plaît pas, pour plusieurs raisons. Pour deux raisons principales, en fait. C'est que, premièrement, si je prends un groupe d'homotopie quelconque associé à X, il va falloir que je le calcule en fonction d'un point de X. Et en fait, il voit en cette contrainte une forme de circularité, dans le sens où l'idée de Poincaré, c'est d'algébriser un espace topologique, donc de s'abstraire de sa topologie dans le sens général du terme, en utilisant des structures algébriques, mais finalement, pour calculer les groupes d'homotopie, on va quand même avoir besoin d'une information topologique qui est ce point-ci, ce point de base, qu'on retrouve dans tous les groupes d'homotopie. Donc ça plaît pas à Grothendieck. Une deuxième chose qui lui plaît pas du tout, et qui va même nous empêcher d'aller plus loin que simplement ce que Poincaré a pu démontrer lorsqu'il a créé la topologie algébrique, et en parlant principalement de groupes d'homotopie, c'est le fait qu'en fait on n'ait aucune information concernant le lien qu'il pourrait y avoir entre, par exemple, le groupe fondamental et le groupe d'homotopie d'indice 2. Donc, on ne sait pas ce qui se passe entre les trous de dimension 2 et les trous de dimension 1, et ce serait intéressant de pouvoir savoir comment ces trous interagissent entre eux de manière interdimensionnelle. Et donc, ces deux faits amène Grothendieck à dire ok, il faut régler ce problème. D'abord, il faut casser la dépendance de cette séquence de groupes d'homotopie à ces points de base, et ensuite il faut pouvoir parler structurellement au sein d'une structure algébrique des liens qu'il pourrait y avoir entre des structures de dimension supérieure. Et donc c'est exactement ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler un infini groupoïde. Il s'agit simplement de cette séquence, intuitivement, il s'agit simplement de cette séquence de groupes d'homotopie à laquelle pour laquelle on ne dépend plus de points de base qui permettent de calculer ces groupes, et pour laquelle on a structurellement réussi à formaliser quels sont les liens entre les trous de dimension quelconque.
Donc c'est ça l'idée de Grothendieck, c'est de s'abstraire des contraintes imposées par le calcul des groupes d'homotopie de points carrés. Et bon, ici j'ai mis une petite flèche en disant comment est-ce qu'on fait le lien formellement entre l'espace topologique X et son infini groupoïde associé. C'est une question que je ne vais pas du tout traiter dans cet exposé, mais ça se résume, non, pas exact, ça se résume pas de manière fidèle, mais de manière quand même essentielle, à ce qu'on appelle l'hypothèse d'homotopie. Enfin bref, je vais pas en parler dans cet exposé, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça s'appelle l'hypothèse d'homotopie, quoi. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est de se demander, ok, c'est quoi la description formelle de ces infinis groupoïdes qui viennent de l'idée de Grothendieck. Ça va jusque-là? Ouais. Ok, nickel. Ouais, nickel. Alors, quelle définition pour les infinis groupoïdes? Attendez. Une première tentative de définition, qui est apparue, même il me semble, avant même que Grothendieck fasse part de ses frustrations à Daniel Quillen, c'est une définition simpliciale. Donc c'est typiquement ce qu'on utilise quand on définit des infinies catégories, lorsqu'on apprend à utiliser des infinies catégories. C'est ce qu'on utilise quand on fait de la théorie homotopique des types. Le principe, c'est de se baser sur des structures combinatoires qu'on appelle des ensembles simpliciaux, qui sont super complexes, qui sont pas du tout algébriques parce que c'est non constructif et parce que enfin, c'est problématique, quoi. C'est non constructif, c'est pas algébrique, c'est pas élégant, c'est super contraignant et c'est trop compliqué à étudier, mais c'est quand même concluant. Enfin, je dis pas que ça sert à rien, je dis simplement que ça correspond pas du tout à la vision qu'avait Grothendieck des infinis groupoïdes parce que c'est pas assez algébrique à son goût de manière informelle. Euh, une deuxième définition des Juste infinis groupoïdes. un petit détail, au niveau du fait que ce soit pas calculable et tout, c'est juste au niveau du remplissage des cornets, mais l'objet d'ensemble simplicial, normalement, il y a pas. Tu peux avoir des trucs calculables, je crois. Ah oui, oui, je doute pas de ça. Parmi les choses qui sont non constructives lorsqu'on parle d'ensembles simpliciaux, d'abord, oui, il y a le remplissage des cornets, et ensuite il y a le fait qu'on ne puisse pas représenter ces structures en théorie des types homotopiques jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas de Ouais, moyen ça oui. constructif de parler d'ensembles simpliciaux. Après, plus en détail, je ne saurais pas te dire grand-chose à propos de la calculabilité sur les ensembles simpliciaux. Enfin, je suis persuadé que tu le sais mieux que moi, quoi. Je me souviens juste d'avoir vu des trucs, je crois d'Emily Reed qui faisait une syntaxe pour les catégories, pour les infinies catégories, je crois. Et je me demande si justement tu avais pas les ensembles simpliciaux qui pour le coup marchaient bien, quoi. Ok, Il bah faudrait que je si jamais. vérifie, hein. Ouais, Elle avait un truc dirigé, il me semble, hein. De quoi? et quoi? Enfin, si c'est le truc, genre, je sais pas ce que t'as vu, mais je me souviens avoir lu un truc d'elle, et elle avait une syntaxe pour une théorie des types dirigée. Ok. Ouais, ça Euh, devait être dans ce mais genre du de coup, délire, quoi. si c'est dirigé, c'est peut-être un peu différent, non? Je sais pas. Vu que, Bah, c'est juste que c'est pas des infinis groupoïdes, mais des infinis catégories, quoi. Bah, de toute façon, si c'est dirigé, on peut obtenir des infinis groupoïdes à partir d'infinies catégories, donc c'est pas tant problématique, quoi. Ouais, mais si c'est par rapport au fait d'être calculable, tu pourrais avoir des trucs où genre quotienter dans l'idée, ça fait perdre l'aspect calculable, quoi. Ok. ouais. Bah, Bref, si jamais vous trouvez les ressources que vous avez lues, je serais largement preneur. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai appris à propos des ensembles simpliciaux, c'est que le fait que ce soit essentiellement non constructif nous bloque dans la formalisation des infinies catégories. ouais. Ok. Ok, je repars. Une deuxième définition alternative des infinis groupoïdes, ce serait en parlant de catégories supérieures strictes, qui nous viennent notamment de la notion de polygraphe, c'est-à-dire de graphes généralisés avec des flèches entre les flèches et des flèches entre les flèches entre les flèches, etc. Alors les catégories supérieures strictes, ça sert bien dans les polygraphes, mais en homotopie, ça marche simplement pas. Euh, je sais plus quel chercheur. C'est Simpson, je sais plus quel est son prénom, mais Simpson a démontré que le 3 groupoïde de S2 ne peut pas être calculé via des catégories supérieures strictes. Je sais pas la raison, j'ai pas lu le papier, je sais simplement que c'est un résultat. Euh, En revanche, cette définition a le bon goût d'être algébrique, donc
on va plutôt s'intéresser à une alternative de celle-ci plutôt que de parler de choses simpliciales. Quelque chose qu'on peut dire en rapport à... Juste Et une quoi? seconde, papa. Je t'ai envoyé le lien en théorie des chips. Est-ce que tu pourras juste nous envoyer le lien vers le truc de Simpson? C'était une ref. Aucun souci. Attends, je note ça vite fait pour pas que je l'oublie. Je me demande si le prénom c'est pas Alex, puisque Ouais, je a crois. priori c'est Alex Simpson, le mec qui fait du hot ou ce genre de choses. Regroupoïde. Oui, oui, il est encore actif dans la communauté, ça m'étonnerait pas. Ok. Alors, bon, cette slide, je l'aime pas, mais je vais quand même la dire. On a globalement localisé le problème qui nous fait dire que la définition simpliciale et la définition en termes de catégorie supérieure stricte ne nous plaît pas. Euh, Ça vient du fait que, notamment, les opérations de cohérence sont des boîtes noires, dans le sens où, par exemple, lorsqu'on voudra définir une composition, bah, on la définira de manière non constructive, on ne saura pas trop ce qui se passe derrière. Et donc l'idée de Grothendieck, c'est de s'abstraire encore, il s'abstrait de tout Grothendieck, c'est de s'abstraire de cet aspect non constructif en définissant par exemple les compositions relativement à des flèches de dimension supérieure. Mais ça, je vais en parler après. Celle-là, je ne vais pas en parler, elle est horrible. Donc j'ai dit le mot opération de cohérence. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose parce que j'ai pas défini ce que c'est. Je vais tenter tant bien que mal de le définir ensuite. Mais pour l'instant, laissez-moi quand même vous parler un petit peu de catégorie supérieure faible. Euh, donc, le but de cet exposé, c'est quand même de vous expliquer ce que sont les catégories supérieures faibles, d'après ce que j'ai appris. Un exemple, croyez-moi sur parole, ceci est un infini groupoïde. Euh, donc, de manière complètement brute, on peut dire que c'est un ensemble G0 de 0 cellules, G1 de 1 cellule, G2 de 2 cellules et G3 de 3 cellules. On appelle 0 cellule les points, 1 cellule les traits entre les points, 2 cellules les égalités entre les traits. Enfin, vous voyez la chose. Ça, c'est pas du tout suffisant, hein. On a juste des ensembles, donc on a aucune structure sur ces ensembles pour l'instant. Ce qu'on voudrait pouvoir dire, c'est que ces n cellules soient en relation avec ces n-1 cellules, ces n cellules soient en relation avec ces n-2 cellules, etc. Donc pour ça, on ajoute pour chaque couple de Gn et Gn plus 1 des flèches S et T qui vont vers le bas. Et en plus de ça, des contraintes qui nous disent que SS est égal à ST et TT est égal à TS. Donc ça veut moralement dire que si jamais on prend cette deux cellules et qu'on prend sa source et qu'on regarde la source de cette source, alors on obtiendra la même chose que si on prend le but de cette cellule, puis la source de la cellule résultante, c'est-à-dire cette chose. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc si on prend la source et la target de notre deux cellules, alors on obtiendra la même chose que si on prend la target et la target de notre cellule. Et donc voilà. Donc, ce qu'on veut pouvoir dire, c'est que en gros, notre polygraphe est globulaire. Donc lorsqu'on a une de cellules, on veut que ça relie une cellule qui soit parallèle. Donc ça, cette structure, c'est ce qu'on va appeler un ensemble globulaire. C'est pas grand-chose et c'est surtout pas suffisant parce que il manque beaucoup de structure. Hormis le fait que ce soit un ensemble globulaire et qu'il y ait ces contraintes-là qui nous permettent de dire que c'est globulaire, bah, il nous manque le fait qu'on puisse faire des opérations dessus, parce que ce serait carrément inutile d'être muni d'une notion d'infini groupoïde sans pouvoir faire d'opérations dessus. En fait, ça n'a pas de sens de dire ça. Et donc, ce qui nous manque, de manière fondamentale, ce sont des opérations de cohérence. Et parmi ces opérations de cohérence, on peut notamment compter les opérations de composition. Donc, ici, par exemple, on aurait une suite de une cellule qui relierait les 0 cellules X, Y et Z. Et ce qu'on voudrait pouvoir dire, c'est qu'en ayant cette suite de une cellule, on peut obtenir cette une cellule-là. En fait, on veut pouvoir construire ce chemin ici en disant que ce chemin est égal à ce genre de chemin. Un autre exemple, on voudrait pouvoir dire que si jamais on a ce qu'on appelle un 2 disques ici, on va pouvoir extraire une partie de ce 2 disques pour obtenir un disque qui serait simplement une cellule qui relie X à Y.
Donc, cette classe d'opérations de cohérence, c'est ce qu'on appelle des opérations de composition. Je sais pas pourquoi composition, parce que ce truc-là n'a pas l'air d'être une composition. Enfin, tant pis. Une deuxième classe importante d'opérations de cohérence, ce serait la classe des opérations qu'on verrait comme des opérations qui construisent des cellules inversibles. Donc par exemple, l'exemple typique, ce serait de prendre cette une cellule et de dire, ok, si j'ai cette une cellule, je peux construire cette une cellule-là qui est dans le sens inverse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les opérations de cohérence, on en trouve deux classes. On trouve celles qui parlent de composition et celles qui parlent d'inversibilité. J'ai marqué invertibilité, mais je crois que c'est inversibilité. Et donc, je vous propose de passer sur un aspect un peu plus formel. Attendez, je prends un coup. Je vais essayer de vous présenter comment est-ce qu'on peut définir des opérations de cohérence de manière formelle en théorie des catégories. Donc, si on considère deux flèches, F et G, qui partent du même disque, enfin qui partent d'un disque de dimension I et qui vont dans un espace X, et qui sont parallèles, donc, si ces deux flèches sont parallèles, ça veut exactement dire que elles ont exactement la même source et le même but. Avec l'exemple de tout à l'heure, ça voudrait dire que, par exemple, si je prends la flèche qui ferait ça, donc, qui prendrait cette première une cellule puis cette deuxième, et la flèche qui fait ça, alors je veux pouvoir dire que ces deux flèches sont parallèles parce qu'elles ont exactement même source et même but. Et donc, je donne cette notion de flèche parallèle, et je vais appeler H une cellule qui va partir d'un disque de la dimension juste au-dessus, relèvement d'un couple de flèches parallèles, un remplissage, littéralement un remplissage de F et de G. Donc en l'occurrence, un remplissage du diagramme que j'ai juste là, un remplissage de ceci, de ces deux flèches-là, ce serait exactement ces deux cellules-ci. Donc on a une notion de flèche parallèle qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on pourrait éventuellement construire des opérations de cohérence. Et on a cette notion de relèvement qui nous dit, ok, on a de la cohérence entre deux flèches qui sont parallèles. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre ensuite de considérer un processus de co-complétion partielle, entre guillemets, qui nous permettra de construire au fur et à mesure des opérations de cohérence. Bon, je crois que c'est exactement ce que je viens de dire. Ici, j'ai dit dans, enfin, bref, ça on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que ajouter des relèvements pour tous les couples de flèches parallèles, ça signifie intuitivement saturer une catégorie en opération de cohérence. C'est intéressant, ça veut dire que si par exemple on partait d'une catégorie qui serait la catégorie des ensembles globulaires, on aurait un moyen de compléter, enfin, je dis compléter, mais c'est pas le terme qui parle de limite, c'est plus le terme intuitif. On pourrait compléter cette catégorie des ensembles globulaires en une catégorie des ensembles globulaires dans laquelle on aurait ajouté des opérations de cohérence jusqu'à un certain niveau. Donc ce qu'on peut retenir jusqu'à maintenant, c'est qu'un infini groupoïde, c'est essentiellement une structure globulaire, donc un ensemble globulaire, plus une notion d'opération de cohérence pour n'importe quel couple de flèches parallèles. Et plus formellement, ça c'est un peu l'explication formelle de ce que je vous ai dit à propos des relèvements et du fait que ça sature les catégories, etc. Si on prend cette catégorie des ensembles globulaires, et qu'on ajoute à cette catégorie des ensembles globulaires un premier niveau d'opération de cohérence en appliquant F0, on obtiendrait cette catégorie C0. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on regarde un ensemble globulaire quelconque, par exemple, on peut regarder l'ensemble globulaire pour lequel il y a deux zéros cellules, X et Y, puis une flèche de X à Y et une flèche de Y à X, on obtiendrait donc une sorte de cercle. Ajouter un relèvement pour ce couple de flèches parallèles, ça reviendrait à ajouter une deux cellules entre ces deux flèches. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais on prend n'importe quel ensemble globulaire et qu'on y ajoute un premier niveau de relèvement, on obtient exactement la catégorie C0, qui est la catégorie des ensembles globulaires contractiles.
Et ce sont ces contextes-ci, ces ensembles globulaires, qui vont nous permettre ensuite d'ajouter encore une fois des niveaux d'opération de cohérence pour finalement obtenir une théorie des infinis groupoïdes. Est-ce que c'est clair ou pas? J'ai l'impression que c'est pas du tout clair. Enfin, dans ma tête, c'est pas du tout clair. Enfin, j'ai l'impression que la façon dont je l'ai expliqué, c'est pas clair. Alors, Là, j'ai un peu de mal perso. Ok, ouais, si tu peux reprendre, ce serait pas mal. je vais reprendre et je vais me calmer. On a cette catégorie G, catégorie des ensembles globulaires. Je rappelle que les ensembles globulaires, c'est essentiellement des graphes en dimension supérieure globulaires, c'est-à-dire essentiellement cette structure-ci. Les ensembles globulaires, c'est exactement cette structure-là, généralisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du G3, on peut aussi avoir du G4, du G5, etc. Moralement, ça, c'est un peu genre des ensembles simpliciaux où on a beaucoup moins de flèches et de relations de cohérence, quoi. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça en fait. Plutôt que d'avoir des trucs qui sont des abstractions de triangles de dimension supérieure, on a simplement Une des ligne. trucs globulaires, c'est ça. Ouais. Donc tu aurais un point, un autre point, tu sais qu'il faut absolument que tu les relies de manière globulaire. En fait, tu veux créer des globes, quoi. Ouais, Tu veux ok. juste créer des globes, mais jusqu'à maintenant, ça n'impose aucune contrainte sur une quelconque notion de contractibilité ou une quelconque notion de cohérence entre les cellules. Ça dit simplement, bah, je suis globulaire. Ouais. Donc, la catégorie de tous les trucs qui ressemblent à ça, la catégorie librement engendrée par ce diagramme et ces équations, c'est la catégorie grand G, c'est la catégorie des ensembles globulaires. C'est ce qu'il y a alors, ici, c'est ce qu'il y a là. Euh, Maintenant, je dis, ok, je Du regarde tous coup, mes ensembles. juste quand tu parlais de disques, c'est des objets de grand G qui, dans l'idée, classifient un peu ce qu'il y a dedans Ouais, ou pas? ouais, ce serait un Ouais, peu. ok. J'ai pas envie de dire ça parce que c'est faux, mais ce serait un peu les trucs qui nous intéressent pour pouvoir parler ensuite d'infini groupoïde. Euh, En fait, ce serait le niveau le plus bas de ce qu'on va engendrer dans ces zéros. Attends. En fait, quand je te parle de disque, c'est simplement une certaine classe d'ensemble globulaire qu'on aime bien. Ouais. Et C'est juste des boules enfin, remplies en fait. ouais, c'est ça, mais c'est un peu comme si tu, pour reprendre une analogie avec les ensembles simpliciaux, ce serait prendre juste un simplex, donc où tu tronques à partir d'une certaine hauteur, c'est ça? Euh, Genre tu crées un truc un peu libre, tu tronques à un moment et quand même tu gardes ta structure. ouais, je pense que t'aurais pas tort de le dire comme ça. J'avais au départ envie de dire que ce serait un peu équivalent au n-simplex standard, mais c'est pas vraiment le cas. Enfin, si, peut-être. Bon, je Enfin, dans pense. l'idée, c'est un peu ça, quoi. Ouais, dans l'idée, c'est un peu ça. Dans Ouais, l'idée, OK. du moment qu'on arrive à se dire que c'est simplement des boules de dimension quelconque, tout va bien, quoi. Ok, donc on a cette catégorie des ensembles globulaires. Cette catégorie contient des choses qui nous plaisent pas forcément. Par exemple, des ensembles globulaires qui seraient pas remplis. C'est-à-dire, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, on prend x et y deux points, on les relie par une cellule et on remplit pas à l'intérieur. Ça nous plaît pas. S'il n'y a pas de remplissage à l'intérieur, ça nous plaît pas. Par contre, cette opération qui nous dit bah, je vais relever ces deux flèches parallèles avec une deux cellules, elle va nous permettre de reboucher tous les ensembles globulaires qui ont cette structure un peu désavantageuse qui ne permettra pas ensuite de parler d'opération de cohérence. Donc, on a les ensembles globulaires, mais ça manque de cohérence. Notamment, il n'y a juste simplement pas forcément de remplissage. Donc, le but, c'est de remplir les ensembles globulaires que l'on veut remplir pour obtenir ces zéros. C'est OK? Ouais. OK, OK, très bien. Donc, pour, pour conclure sur cette petite digression, ça c'est la catégorie des ensembles globulaires, et ça c'est simplement une forme
de co-complétion de la catégorie des ensembles globulaires en un C0 qui serait simplement les ensembles globulaires contractiles. Les ensembles globulaires qu'on aurait remplis en y ajoutant de manière formelle des relèvements. Mais du coup, c'est les autres C1, tout ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, je ne fais rien de plus. C'est-à-dire que je vais faire, je vais prendre mes ensembles globulaires contractiles et bon, tout est contractile, donc il y a plus besoin de remplir. Par contre, je peux très bien dire, bah, si je vois, 2 chemins, qui sont parallèles, ben, je veux pouvoir créer de la cohérence entre ces 2 chemins. Ah oui, Je OK. En fait, Ouais, je de vois. manière incrémentale, tu ajoutes de la cohérence, Ouais, pour obtenir Cn+1 à partir de Cn. ouais, donc les remplissages, eux, ils bougent pas et juste, au fur et à mesure, tu rajoutes des égalités pour mince, identifier des trucs, Ouais, exactement. Alors, plutôt que d'ajouter des égalités, on va des ajouter des... chemins, mais bon, c'est pareil. Oui, oui, enfin, je me doute que tu as capté le truc. Plutôt que des égalités, on ajoute des homotopies, des n+1 cellules. Mais ouais, c'est ça le principe. C'est que la première étape, c'est de rendre le tout contractile. Et les étapes suivantes, c'est d'ajouter de la cohérence entre toutes nos n cellules. Euh, et donc, on prend ce gros diagramme et on prend sa colimite. Donc, j'aime bien penser les colimites en termes de recollement un peu cohérent. Donc, ce serait la colimite de ce grand diagramme-là. Ça dirait simplement que on prend tous les ensembles globulaires contractiles, plus toutes les opérations de cohérence qu'on aura construites au fur et à mesure de l'avancée dans la chaîne, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cohérateur, ou de manière intuitive, une théorie des infinis groupoïdes. Voilà. Ça vous va? Juste une question que j'ai Ouais, dû louper. dis-moi. Comment ça, une théorie des infinis groupoïdes? Genre, il y a quel choix de Eh, existe ici? alors, dans l'article de Maltsignotis, on parle d'une théorie des infinis groupoïdes. Peut-être qu'il s'agit de la théorie. Alors, non, j'ai l'explication. Alors, dans l'article de Maltsignotis qui formalise l'idée de Grothendieck sur les infinis groupoïdes, on présente cette construction de manière un peu plus générale. J'ai pas fouillé en profondeur dans l'article pour savoir quelle était la différence entre la formulation totalement générale et celle-ci précisément orientée vers les infinis groupoïdes classiques. Mais oui, c'est une théorie des infinis groupoïdes parce qu'on peut en former plusieurs autres qui seraient des variantes. Ok, Je ne sais ok. pas dire précisément pourquoi, mais du coup, le une est justifié. Ok. Euh, Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Euh, je vous propose de généraliser cette construction des infinis groupoïdes en parlant enfin d'oméga catégorie faible. Donc essentiellement, les oméga catégories faibles, c'est pas seulement de l'homotopie, mais c'est plutôt de l'homotopie dirigée. Donc plutôt que d'avoir des n cellules toutes toutes inversibles, on aura des n cellules qui seront toutes dirigées, donc on aura des flèches, quoi. Et formellement, j'ai envie de dire que la seule différence fondamentale entre les infinis groupoïdes de Maltsignotis et les oméga catégories faibles de Maltsignotis, qui ont par ailleurs été formalisés dans le même papier par la même personne, euh, c'est le fait que plutôt que d'avoir une catégorie des ensembles globulaires contractiles, on va avoir une catégorie d'un truc un peu équivalent mais dirigé, ce qu'on appelle les pasting schemes. Donc l'idée, ce sera d'essayer de définir ce qu'est la contractibilité dans un setting dirigé. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Donc justement, question importante, c'est quoi les pasting schemes? C'est carrément le centre des oméga catégories faibles. Euh, pour vous expliquer ce que sont les pasting schemes, je vous propose un exemple. On prend cet infini groupoïde très simple qui consiste en 3 zéro cellules, 3 une cellule et une deux cellules. Euh, Ceci appartient bien à ces zéros puisque c'est contractile, puisqu'il n'y a aucun trou entre des flèches parallèles. Et puis on va essayer de se représenter cette structure non dirigée dans un setting dirigé. Alors, je vous ai proposé cette première variante. Voilà. Euh, Celle-ci, elle nous plaît pas
parce qu'il y a un cycle. En fait, si on considère, si on casse, enfin, si on perd toute la structure d'oméga catégorie faible, entre guillemets, et qu'on regarde simplement le polygraphe, on peut facilement calculer un cycle. Euh, et en fait, avoir un cycle, c'est simplement ne pas savoir comment définir, comment donner le sens d'une deux cellules entre deux flèches. Donc les cycles, on n'en veut pas. Deuxième problème, si jamais je prends ceci qui peut-être aurait pu être d'une certaine manière équivalent à ceci dans un setting dirigé, ça me pose encore problème. D'abord parce qu'il y a encore mon cycle. J'aurais pu retourner cette flèche, mais si j'avais retourné cette flèche, en fait, ça m'aurait pas non plus plu parce qu'il y a un trou tout simplement. Donc, enfin, si on a des trous dans nos ensembles globulaires dirigés, on peut être certain à tous les coups que ce sera difficile de parler d'opération de cohérence par la suite. Donc le but, ça va être d'annihiler nos cycles, ou plutôt de ne pas les considérer du tout, et de remplir les trous comme on l'a fait pour les infinis groupoïdes. Donc un troisième exemple qui cette fois-ci marche bien. Ceci est un pasting scheme. Donc ici, on voit bien qu'on n'a pas de cycle, hein, tout va bien. Et en plus de ça, on a un remplissage. Euh, alors, pourquoi est-ce que cette deux cellules va dans ce sens-là? Ça, c'est simplement dû à la définition d'ensemble globulaire dirigé, qui ressemble très fortement à la définition de tout à l'heure. Donc voilà, ceci est un ensemble globulaire non dirigé, mais en fait ça peut aussi être un ensemble globulaire dirigé. Donc si on regarde ces contraintes-là et qu'on regarde ce diagramme-là, on peut s'apercevoir que notre deux cellules doit être dirigée vers le bas lorsqu'on a deux flèches parallèles qui vont vers la droite. Enfin, c'était une question que je m'étais posée, je m'étais demandé comment est-ce qu'on choisit le sens d'une cellule en fonction des cellules en dessous, et en fait la réponse est carrément dans la définition des ensembles globulaires. Ok, j'étais ici. Un peu de formalisme catégorique. Je vous donne d'abord une première définition, qui sera la définition fondamentale, qui nous permettra ensuite de parler de pasting scheme. Une catégorie globulaire, c'est la donnée d'une catégorie C munie d'un foncteur de la catégorie des ensembles globulaires dans la catégorie C. Intuitivement, c'est ce qu'on appelle une catégorie avec une notion de disque, parce que ce foncteur va simplement nous donner un moyen de parler des disques de G dans C. Une deuxième définition fondamentale, ce serait la notion de somme globulaire. Alors, la définition formelle des sommes globulaires est un peu plus délicate et j'avais pas envie de tout écrire de manière formelle au stylo. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est la colimite d'un diagramme de cette forme. Vous en faites pas, je vais expliquer. La définition, c'est simplement que ce serait un recollement de disques le long de bords. Donc, voilà, une somme globulaire, ce serait une colimite d'un diagramme. Alors, j'ai marqué colimite 2, mais j'ai pas marqué la suite. Colimite d'un diagramme qui est de la forme que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire un recollement de disques le long de bords, et c'est plus parlant avec un exemple. Donc, par exemple, si on prend ceci, qui, croyez-moi, est un pasting scheme, eh bien, je peux le décomposer en termes de recollement de disques le long de bords. C'est-à-dire que je vais prendre cette partie du diagramme et cette partie du diagramme et je vais les recoller le long de cette flèche. C'est exactement ce que je dis ici. Donc si on prenait juste cette partie-là et qu'on regarderait ce que ça donne en termes de colimite, ça nous donnerait simplement un push-out. Donc dans le formalisme de la topologie algébrique, ça nous donne simplement un recollement d'espace topologique. Et si on regarde la deuxième partie, on peut prendre ceci, et le recoller le long de Y, et donc on obtiendrait la partie haute du diagramme, qui serait donc recollée directement à la partie basse d'après ceci. Voilà. Est-ce que la définition est claire ou... Je sais pas si c'est clair, mais je capte à peu près.
Ok, donc si tu captes, ça me va. Si c'est pas clair, désolé. Je, je, je fais comme je peux, mais bon, c'est délicat. Ok. Revenir sur tu peux revenir sur le truc, sur l'image que tu as vue juste avant? Ouais, sur celle-là. Ouais. Ici, enfin, c'est pas tout à fait clair pour moi pourquoi il y a que genre disons Y qui apparaît en bas et pas disons X et Z. Euh, pourquoi il y a Y qui apparaît en bas, mais pas quoi? X et Z par exemple. X et Z? Parce on recolle rien le long de X et de Z en fait. Ok, En d'accord. fait, je sais pas si tu as fait un peu de topologie algébrique, mais en topologie algébrique, euh, ce span, c'est le truc le long duquel tu vas recoller ces deux trucs. Et donc, Hum, si ça sert pas de lien, de base de recollement, entre guillemets, bah, ça n'apparaîtra pas à ce niveau-là dans le diagramme. ok, et du coup, sinon, au lieu de le représenter comme ça, tu pourrais le représenter comme d'un côté, donc Y en bas, Ouais. euh, avec un span vers YZ d'un côté et vers genre la grosse boule de l'autre côté. Euh, j'ai pas envie de te dire oui, parce que je sais qu'il existe un théorème qui dit que ces diagrammes de cette forme sont complètement caractérisés par une matrice qui dépend carrément de l'ordre de gauche à droite. Euh, mais en fait, je saurais pas t'expliquer pourquoi ça marche pas. En fait, je suis même pas convaincu que ça marche pas. Euh, Enfin, c'est-à-dire que Est-ce c'est que une colonie. je vais d'abord couper un truc de niveau 1 sans couper le truc de niveau 2, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée et la question m'intéresse, donc je vais poser la question à mon encadrant demain, je pense. Et je reviendrai vers toi quand j'aurai la réponse, mais pour l'instant, je l'ai pas du tout. Ok, super, merci. Moi, j'ai une question toujours sur ce diagramme. Ouais, vas-y. Là, tu recolles selon l'axe, selon la flèche X, Y avec F dessus et Ouais, j'ai l'impression que du coup, le premier c'est bien F qui est en bas, mais le deuxième ça devrait être F qui est en haut, parce que là, bien tu sûr. recolles 2 fois les mêmes. Oui, oui, oui. Oui, c'est une erreur de ma part. OK, non mais c'est pas de souci. My bad. Ouais, 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 ouais. J'ai dû copier-coller comme un gros con. Non, j'ai même pas copié-collé parce que ça n'a même pas la même forme. Bref, ici c'est bien de ça qu'on parle et ici c'est bien de ça qu'on parle, hein. C'est pas les mêmes disques. Merci d'avoir levé l'ambiguïté, Cassis. C'est bien Cassis qui a parlé, je suis pas sûr. Non, non, c'est Non, moi, non. c'est My bad. Dernière petite question encore. Ouais, Euh, on pourrait aussi voir ce diagramme comme, je sais pas moi, comme disons comme une transformation nette. Enfin, disons, tu peux voir ça aussi d'une certaine façon comme si tu colles les deux flèches, enfin les flèches de X vers Z d'une certaine façon. ouais. Enfin, je sais pas si comment le truc, genre, tu peux aussi voir comme, est-ce que ce serait ok de voir ça comme quelque chose comme ça? Et j'imagine que non, vu que tu as dit que c'était unique, mais attends, je J'ai pas dessine. compris ta question. Attends, je fais un petit dessin parce que Ouais, attends, faut que je live mon. Montre-moi ton. on a F, G, H. Ça va être alpha, ça va être bêta, ça va être H. Ça va être quelque chose comme H. Putain, c'est. Attends. Putain, mais il y a du monde, il y a plus de monde que tout à l'heure. ouais, désolé, j'avais oublié en fait. Je sais pas trop Euh, comment le dire. J'arrive pas à faire un dessin qui explique ça. D'une certaine façon, disons, on a une transformation naturelle entre la flèche du haut et la flèche du bas, une transformation naturelle entre la flèche du bas et. Enfin, la flèche du milieu et la flèche du bas. Ouais. Et là, ce qu'on fait, c'est en gros, on compose ces deux transformations naturelles, enfin ces deux flèches, et après, on rajoute H sur le côté. Et après, on rajoute la dernière H, flèche sur pardon, le. je les ai nommés dans ma tête, je les ai nommés sur mon truc. On rajoute la flèche entre Y et Z après. Alors, attends, ce que tu es en train de dire, c'est que. Attends, réexplique-moi vite fait ce que tu es en train de construire.
ce qu'on pourrait, la façon dont tu découpes le schéma, c'est d'abord tu Ouais. coupes en Y et après tu coupes le globe en deux, quelque chose comme ça. La boule, la boule entre X et Z, enfin X et Y, tu la coupes en deux. En fait, comme j'ai pas de dessin, je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors attends. Donc ça, c'est. Mais attends, t'envoies où les photos? Non, j'étais en train de dessiner sur mon truc, du coup tu peux pas voir parce que Ah oui. je suis en train de dessiner sur une feuille. Mais disons, ouais, écoute, je fais le truc dans ma tête et après je reviens vers toi peut-être. Vas-y, pas de souci, aucun souci. Tu peux continuer, je pense. Je vais reprendre et Jean, n'hésite pas si jamais t'as un truc à dire à propos de ça ou même à propos d'autre chose. Alors, je rebroadcast. Ok, c'est bon. Hop, et j'étais là. Ok. Ok, donc j'ai parlé de la caractérisation catégorique des pasting schemes en termes de colimite de diagrammes. J'aime bien me dire que ça ressemble un peu à des push-out itérés. Je sais pas si c'est la bonne terminologie, mais j'aime bien le dire parce que premier push-out, second push-out, le tout de manière cohérente. Bah, Bon. itérer, ça serait plutôt style CW complexe où t'as vraiment une tour, quoi. Ouais, ce serait plus vers le haut itéré. Mais je sais pas, dans ma tête, je préfère dire itéré. Hmm. Enfin, oui, ne gardez pas la terminologie itérée dans votre tête. C'est un moyen pour moi de comprendre ce que j'étudie. Ok, alors l'intuition, bon, c'est plus correct de le dire de cette manière-là du coup. L'intuition derrière les sommes globulaires, c'est de dire que ce sont des constructions incrémentales et contrôlées d'un ensemble globulaire pour qu'il soit finalement propice à l'instanciation d'opérations de cohérence. Donc en fait, c'est une construction incrémentale et contrôlée d'un truc qui va nous permettre de définir les opérations de cohérence exactement comme on les a définies pour les infinis groupoïdes. Et donc, voilà. Je trouve que c'est quand même important d'essayer de formuler une intuition sur les sommes globulaires parce que c'est un objet qui est quand même formellement un peu lourd, je trouve. Euh, donc on a deux définitions. On a la définition de catégorie globulaire, la définition de somme globulaire. La troisième définition importante, c'est la définition d'extension globulaire. Alors une extension globulaire, c'est la continuité. C'est une catégorie globulaire avec toutes les sommes globulaires. Donc intuitivement, c'est une catégorie avec une notion de disque. C'est une catégorie avec une notion de disque et aussi avec une notion de recollement de disque de manière cohérente et de toutes les façons possibles. Alors, je trouve que je suis allé beaucoup trop vite à écrire cette slide, mais tant pis, je vais tenter. Si on regarde ceci et qu'on parle de la catégorie des extensions globulaires, on sait en particulier que les extensions globulaires sont des catégories globulaires, et donc ils sont déterminés par des foncteurs de G dans des catégories quelconques. Et donc on peut dire qu'il existe un foncteur d'oubli entre la catégorie des extensions globulaires et cette catégorie-ci. Je sais pas c'est quoi le nom, ni en anglais ni en français. Bon, si quelqu'un a le nom, je crois que c'est la upper slice catégorie de G sur 4. J'en sais rien. Ouais, sinon tu peux exprimer ça avec des commas, catégories, mais je pense que upper slice c'est bien. Ok, ouais, je vais dire upper slice catégorie relativement à la catégorie grand G. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon. Ok, Mais donc on a un quoi, du foncteur coup d'oubli. C'est quoi Comment? cette catégorie? Le upper slice, ça correspond à quoi? Ça correspond à G et tous les foncteurs qui partent de G pour aller dans n'importe quelle catégorie. Donc c'est littéralement c'est le concept opposé de la slice catégorie usuelle. Donc en fait, les objets de cette catégorie sont les foncteurs de G dans grand C ou grand D ou n'importe quoi, et les morphismes sont les foncteurs des C dans D, qui font commutater le triangle. Enfin voilà, c'est la définition Ok. de cette catégorie, mais dans l'autre sens, quoi.
Bon, après, je sais pas ce que c'est non plus une slice catégorie, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ok, bah si c'est pas grave, pas de souci, mais si jamais tu as besoin de la définition, n'hésite pas, hein. Bref, en tout cas, je vais simplement dire que les objets là-dedans sont des foncteurs de G dans quelque chose. Et puisque les extensions globulaires sont en partie des foncteurs de G dans quelque chose, on peut oublier toute la structure avec les sommes globulaires et avec la notion de disque pour dire bah, finalement une extension globulaire c'est simplement une catégorie globulaire. Et donc le foncteur qui permet de passer d'une extension globulaire à une catégorie globulaire, c'est F, c'est un foncteur d'oubli. Et donc par définition du foncteur d'oubli, il a un adjoint à gauche qui serait l'adjoint, qui prendrait donc une catégorie globulaire, donc une catégorie avec une notion de disque, et qui y ajouterait de manière formelle des sommes globulaires pour obtenir finalement une extension globulaire. Donc on a cette adjonction qui est sympathique, et on peut voir cette adjonction L comme une sorte de co-complétion partielle libre d'une catégorie globulaire, dans le sens où on y ajoute toutes les sommes globulaires possibles, quoi. Alors, en particulier, si on considère simplement le foncteur qui va de la catégorie des ensembles globulaires dans elle-même, l'endofoncteur sur la catégorie des ensembles globulaires, eh bien, on peut lui appliquer ce foncteur L pour obtenir une extension globulaire, et on obtiendrait une catégorie θ0. Ben, félicitations, il s'agit exactement de la catégorie des pasting schemes. Donc, même diagramme que tout à l'heure, sauf qu'on est dans le cas dirigé. On part de la catégorie des ensembles globulaires, on la co-complète en y ajoutant toutes les sommes globulaires possibles et on obtient exactement θ0. Si on continue cette opération de co-complétion partielle, on obtient θ1 qui serait la catégorie θ0 plus un premier niveau d'opération de cohérence. On peut continuer on peut itérer ce processus n'importe comment jusqu'à arriver enfin bref, on continue ce processus autant que possible et en fait il s'agira intuitivement de la saturation de cette catégorie θ0 en opération de cohérence dans un setting dirigé. Et comme tout à l'heure pour les infinis groupoïdes, on va prendre la colimite de cette chaîne et on obtiendra une théorie des oméga catégories faibles. Encore une fois, une théorie, parce que je sais qu'on peut généraliser cette structure-là avec des outils que je ne connais pas. Donc, remarque, comme tout à l'heure, L, c'est un foncteur qui, de manière intuitive, relève les flèches parallèles. Est-ce que c'est clair? J'irai pas jusque-là, mais il y a des idées. Ok, ok, d'accord. Enfin, tout ce qu'on dit en fait tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que pour les groupoïdes, on a pris G, on a contractibilisé tout ce qu'il y avait dans G, puis on a tout saturé en opération de cohérence, et ben là on a fait exactement la même chose, sauf que plutôt que de contractibiliser, bah, on a fait la chose de manière dirigée, c'est-à-dire sans cycle et sans trou, quoi. Ok, alors, ouais, j'ai trop avancé, j'ai beaucoup trop avancé, où est-ce que je suis? Euh, Ouais, ok. Donc là, je dis simplement, intuitivement, pour tout i supérieur à 0, on sature chaque θi en cohérence pour obtenir θi plus 1, puis on recolle tout, et on obtient une théorie des oméga catégories faibles, et tout va bien. Alors maintenant, je veux vous parler de la définition théorétypique des oméga catégories faibles. Ça me fait beaucoup rire parce que le mot théorétypique est super, je trouve. Merci Jean. Euh, j'ai eu la flemme de finir mes slides, donc je vous propose de faire ça en live. Théorie Si ça typique. vous va. Comment? C'est pas de moi, hein. Moi j'avais juste dit typique tout court, non? Ah putain, c'est qui avait dit théorétypique? Tuk. Je sais plus. Ok, bon, c'est pas grave, le mot est super, le mot est génial, je trouve. Ok, bon.
Est-ce que vous avez encore le temps ou est-ce que vous souhaitez plutôt faire ça dans une deuxième partie? Ça va dépendre un peu du contenu qu'il y a, je pense aussi. Genre, Euh, est-ce que tu penses que c'est assez de contenu pour faire une deuxième partie ou est-ce que c'est genre là 10 minutes et puis c'est fini? non, c'est pas 10 minutes, mais c'est pas non plus 1 heure et demie. Euh, c'est de la théorie des types, donc ça ira plus vite pour tout le monde, je pense. Mais ça nécessite que je fasse quelques parallèles. En vrai, je vous propose qu'on arrête là et qu'on reprenne prochainement pour que je vous parle de l'aspect vraiment théorétypique et pour qu'on voit ce que ça donne d'un point de vue constructif parce que c'est super intéressant et c'est même plus intéressant que ce dont je vous ai parlé là en fait. Donc je risque de passer plus de temps là-dessus en fait. Bah, moi Euh, je suis chaud pour remettre ça une autre fois alors. Ok. Moi aussi. Ouais, ça me paraît bien, Juste, du coup. il faudra juste que tu fasses quelques rappels au début parce que il n'y a pas forcément Ouais, les ouais, mêmes ouais. personnes que les deux. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ce que je peux faire, c'est que je peux vous fournir une feuille où je récapitule tout ce que j'ai fait dans cet exposé-là, de manière compréhensible, et puis que je fasse des petits rappels juste avant mon second exposé pour la théorie des types. Bah Ouais, après ça au pire on verra à ce moment-là quoi. ouais, ouais, ouais. Si jamais c'est demain, j'aurai pas besoin de faire grand-chose. Ouais. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un a des questions? Je t'ai envoyé du coup mon schéma dans le Ah oui. canal Ah putain, du attends, je vocal. vois plus mon pointeur. C'est une folie ça. Pourquoi je vois plus mon pointeur? Ah, je sais pas. Attendez, je me reconnecte. Oui, bon, c'était certainement un bug. Ok, alors. Tu l'as envoyé dans le général? Non, dans le canal associé au vocal. Ah, ok. Euh, euh, Donc, mon truc, c'est que en gros, de ce que je comprends, la décomposition, c'est genre si je vois ça avec des transformations naturelles et compagnie, c'est coupé selon toutes les compositions qu'il y a entre transformations naturelles, on va dire entre transformations, entre morphismes, etc. ouais, Sauf que pour les transformations naturelles, on a l'équation du haut, là, le bêta rond alpha point i qui est ouais. égal à bêta point i rond alpha point i. Et du coup, pour moi, ça me fait penser, enfin, du coup, ça me fait penser qu'il y a une autre décomposition de ce diagramme qui est celle du bas. Alors, faut encore la décomposer encore plus, hein, mais en gros, pourquoi celle-là, on la refuse? Euh, alors celle-là, en fait, j'ai l'impression que tu peux pas faire de push-out dessus, je crois, hein. Ouais, Tu peux pas recoller. Attends, tu veux recoller ces deux diagrammes le long de quoi? le long de i rongé. De I rongé. Euh, en fait, je pense que ça dépendra surtout de la façon dont tu définis ton push-out. Enfin, en vrai, je sais pas. Je suis pas convaincu. Et ce qui me gêne en fait, c'est que tu recolles i le long. Enfin, c'est que tu recolles une flèche sur elle-même en fait. Et dans la définition des sommes globulaires, euh, ce qu'on veut, c'est recoller deux disques le long d'un disque qui est une inclusion stricte de ces deux disques. Et donc, tu peux pas te permettre de recoller I avec I de cette manière-là dans la définition des sommes globulaires. Maintenant, est-ce que ça marche? Je sais pas. Je sais qu'il y a plein de caractérisations différentes des pasting schemes. Euh, En termes de théorie des catégories, j'en connais que deux qui se ressemblent pas beaucoup. Sinon, c'est des caractérisations plus combinatoires. En termes de colimite, j'en connais une seule. Enfin, je saurais pas te dire plus que ça si c'est OK ou pas. Mais pour moi, ça marche pas parce qu'on a besoin d'inclusion stricte pour pouvoir parler de push-out ou de somme globulaire. Ok, ok. Voilà.
En tout cas, c'était super intéressant. Ok. Ouais, bah en fait, j'ai pas du tout préparé l'oral, donc ouais, si c'était perdant à un certain moment, excusez-moi. Je suis pas convaincu Non, que ce ça va. soit si perdant que ça, et je trouve que ce qui est pas mal, c'est que tu as une bonne manière d'essayer de présenter les intuitions quand on connaît pas du tout le sujet et qu'on n'est pas en capacité de rentrer dans le formalisme. Bah, on a quand même un peu l'idée morale de ce qui se passe. Et en vrai, moi, je viens Ouais. surtout pour ça, donc c'est très cool, quoi. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je voulais pas, enfin, j'avais pas envie de, de réécrire tout l'article de Malsignotiste en termes de slide, en fait, ça n'aurait rien apporté. Et puis, enfin, enfin, c'est des structures algébriques qui sont super complexes, quoi. Enfin, ça se définit en 40 pages, quoi. Hmm. Donc j'ai préféré dire des choses parfois fausses, mais plus orientées pédagogie que de plonger dans le formel. Et de toute façon, si j'étais plongé dans le formel, j'aurais dit des bêtises forcément sans m'en rendre compte. Hmm. Bah, content de voir que Aforev et Raphaël sont venus. Je suis content. Voilà. Ouais, bah Faudra... c'était cool. Je Comment? suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, mais c'était sympa. Moi, je connais rien à la théorie des catégories et la logique, donc je connais pas trop, mais Aucun ça souci. allait. Aucun Hmm. souci pour le retard, t'en fais vraiment pas. De toute façon, il me D'accord. semble que Guillaume a enregistré. Ouais, tout à fait. Ok, Là, super. j'ai enregistré. Bah, l'enregistrement est toujours en cours, d'ailleurs. Il y aura les questions aussi. Ok. Faudra croper un peu. Ouais. Bon ben, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on fixe une date pas trop loin de celle-ci pour continuer sur l'aspect théorie-typique. Hmm. Super. Bah, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est Merci à toi. c'est une expérience intéressante de présenter des choses de manière informelle comme ça. Enfin, c'est à refaire quoi. Mhm. Je vous dis salut, bonne soirée, Ouais, bon bonne appétit, soirée. Salut, salut. À Bonne soirée, plus. salut. à plus.